Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Movers and Shakers. Aujourd'hui, je suis avec Alexandra, investisseur chez Daphne. Salut Alex. Bonjour à tous. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux invités, Johan et Sacha. Hello à tous les deux. Bonjour. Salut. Johan et Sacha vont nous parler d'un sujet qui bouge, un sujet qui innove et réinvente complètement un format qu'on pensait figé depuis 20 ans, le search media. Ils ont lancé Keywords fin 2024 et s'attaquent à un problème immense avec une idée simple et brillante. Juste ça. Permettre aux marques de sponsoriser des mots-clés directement dans le contenu des éditeurs en 100% cookieless et boosté à l'IA sémantique. On va traduire tout ça dans quelques minutes. Mais avant tout, Johan, Sacha, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs ? Alors bonjour à tous, je m'appelle Johan Elmalem et je suis le CEO et cofondateur de Keywords. Et qu'est-ce que tu as fait avant ? Tu ne peux pas t'arrêter là, Johan. Ouais. C'est vrai que c'est ma deuxième boîte. J'avais monté ma première en 2011. C'est une boîte qui s'appelait Add You Like et que j'ai revendue en 2022. Et donc voilà, donc j'ai vendu ça cette année, en 2022. Et donc je suis resté 2 ans pour accompagner le nouvel acquéreur. Et ensuite j'ai réenchaîné donc avec Keywords après avoir monté une belle équipe dont Sacha qui en fait partie. Yes, donc moi c'est Sacha, je suis le cofondateur de Keywords avec Johan. Vous êtes rencontrés comment ? Bah voilà, on y vient parce que les histoires font très vite sens. Sur l'ancienne boîte de Johan, Add You Like, j'ai eu la chance de les accompagner en tant que banquier d'affaires. À l'époque, je travaillais chez JP Bulland. Ouais. On accompagne des entrepreneurs sur leur vente, sur leur levée de fonds. Et on avait eu le plaisir d'accompagner Johan et Julien, son cofondateur sur Add You Like, sur leur vente à Open Web. Ça a été un deal qui était long, qui était hyper intéressant, qui m'a passionné de par le secteur, de par les personnes qu'on accompagnait. Et j'ai ensuite la chance de rejoindre Johan quand il m'a proposé de l'accompagner dans cette nouvelle aventure, un vieux briscard de la pub. Je pouvais pas refuser. C'est marrant, c'est des choses qui se font, ça, quand on accompagne une vente, et qu'après, il y en a beaucoup d'exemples comme ça, de rencontres de... Non ? Alors, pour en avoir parlé beaucoup avec mes anciens collègues, Ouais. c'est un peu le rêve de tout banquier, Ah oui. soit d'être débauché par un client, Ouais, soit d'avoir la chance dans le milieu de la tech, parce que chez JP c'était de la tech M&A, Ouais. de pouvoir repartir à l'aventure. Donc on a eu des belles histoires à ce niveau-là. Et quand une opportunité comme ça se présente avec un fondateur qui a à la fois de l'expérience dans son marché, qui a fait preuve d'un exit qui était successful, on n'hésite pas si longtemps que ça en vrai. Ouais. J'ai vu la valeur d'avoir une banque d'affaires pour ce genre de deal. Enfin, nous, c'était notre premier M&A, notre premier exit. Et c'est vrai que moi, la partie finance, c'est vraiment un truc que je ne maîtrise pas du tout. Je sais lire un BP, bien sûr. Attention. En tout cas, j'ai vu la force de travail qu'il fallait pour faire toutes les tâches nécessaires, la rigueur qu'il fallait dans le cadre d'un deal comme celui qu'on a eu. Et donc, j'avais besoin, moi, de cette complémentarité, parce que, comme je dis, c'est vraiment pas un truc que je maîtrise moi. Et donc, c'est vrai que Sacha a excellé dans cette partie-là. Et puis, on a eu un feeling aussi, surtout. On a eu un bon feeling pendant le deal. Et donc je lui ai proposé de me rejoindre dans l'aventure Keywords. Et après, ça s'est fait assez naturellement, finalement. Mais c'est un peu l'histoire de la construction de cette équipe. C'est-à-dire que Keywords, c'est aussi bâti sur une envie de complémentarité. Et sur un constat que Johan développera mieux que moi, mais qui était un constat pour aller vite, il faut que chacun sache ce qu'il a à faire, quand il a à le faire, et qu'il le maîtrise sur le bout des doigts. Et on en parlera sûrement au cours de notre entretien, mais on est 4 fondateurs, c'est beaucoup, dont 3 d'entre eux, parce que je suis le jeuneau de la bande, qui sont plus expérimentés, mais avec des complémentarités qui sont hyper importantes et qui permettent Day One, et ça m'a vraiment étonné quand on a commencé à lancer l'aventure pour de vrai, de dérouler. On n'a pas cette inquiétude de se dire... Moi, j'ai eu une petite expérience entrepreneuriale avant de commencer la banque d'affaires, tout juste sorti d'école avec des copains d'école, et j'ai tout de suite vu la différence. Quand on sort d'école, on est plein d'envie, plein d'idées, plein de temps de travail, mais il y a ce manque d'organisation pour de vrai. Quel est mon emploi du temps pour le premier jour, pour la première semaine ? Quel est mon objectif pour le premier mois, pour la première année ? Avoir une équipe de 4 fondateurs aussi expérimentés, c'est se donner beaucoup d'assurance là-dessus et se permettre de se dire, OK, on va aller là demain, on va aller là après-demain et on sera là dans 2 mois. Et justement, vous pouvez présenter aussi rapidement Harry et Damien, vos 2 cofondateurs ? Ouais, bien sûr. Harry, qui est basé à Londres, donc lui, c'est un ancien de chez Taboola et de chez Gélismac également. Et je l'ai connu dans le passé parce qu'on avait fait des deals à l'époque avec ma précédente boîte et Taboola, donc des deals qui avaient plutôt bien marché. Pareil, histoire de feeling et
j'ai adoré bosser avec lui. Et donc, du coup, il y a eu un timing, un alignement des planètes au moment où je lançais Keywords. Et c'est vrai que je voulais directement un truc qui soit basé à l'Inter. Et Harry était à Londres. Londres, c'est vraiment un hub pour l'international. Et donc, pareil, je lui ai proposé de me rejoindre. Parce qu'il a un gros réseau sur la partie publisher, annonceur. Donc, c'est nos corps métiers qui sont hyper importants. Et donc, donc il nous a rejoint aussi. Et Damien, c'était mon directeur général chez Adulike France. Et pareil, il quittait Adulike. Et donc, j'ai bossé avec lui pendant 7 ans. Physique de dingue. On se marre en bossant. Et puis, pareil, il a une expertise sur la partie annonceur que moi, j'ai moins. Parce que moi, je suis en plus sur la partie produit, publisher. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et cette partie annonceur, agence média, c'est vraiment quelque chose qu'il maîtrise à la perfection. Il a fait ça depuis des années. Il connaît beaucoup de monde. Et donc, on avait besoin de cette expertise. Et pareil, donc, il nous a rejoints. C'est pour ça que c'est vrai que 4 fondateurs, on va en parler, c'est beaucoup. Mais ça va plus vite. Et ouais. Et si on se concentre juste sur toi aussi, attends, tu vends ta boîte en 2022, tu restes 2 ans et tu relances quelques mois après une autre boîte. Ouais, bon, j'ai pris 3 petites semaines de vacances. Ouais, c'est pas beaucoup. Mais en fait, on s'arrête jamais, quoi. Et à un Non, moment donné, t'avais pas envie de... Ouais, je me suis posé la question, est-ce que je m'arrête un peu? Voilà, mon associé, donc Julien d'époque, lui, c'est un petit peu arrêté, il a fait un break. Il est toujours en break d'ailleurs. C'est bien. Il mérite Il a raison aussi. Mais en fait, j'ai eu cette idée il y a peu de temps après cette vente d'Adulike. Et je me suis dit, c'est trop bête de ne pas le faire, quoi. Donc, si je ne le fais pas, quelqu'un va le faire. Et puis, après, moi, c'est ma personnalité. J'ai un petit côté aussi un peu obsessionnel où je n'arrêtais pas d'y penser. Ah ouais. Et donc, au final, je me suis dit, il faut que je le Faut y fasse, aller. sinon je ne vais pas être bien. Ah ouais. Et donc, j'ai pris, entre le moment où j'ai quitté Adulike, j'ai pris 3 semaines, un mois de break avec la après, famille. Et ensuite, j'ai directement attaqué le produit avec un dev. On a fait une sorte de prototype. Je ne voulais pas non plus me rembarquer dans quelque chose qui n'allait pas avoir, je vais pas dire de succès, mais en tout cas, je voulais pas m'embarquer dans un projet où je suis pas sûr que ça va marcher. Et donc, je fais un prototype et j'ai directement mis le produit genre sur un site live et ça a fait un petit peu de revenus directement au bout de quelques jours. Donc, je me suis dit qu'il y avait un potentiel et après, je me suis mis à développer le truc plus sérieusement. Ah ouais. Donc voilà, je voulais me réembarquer, mais pas me réembarquer dans le vent par hasard. Je voulais avoir des convictions en tout cas que je tenais un petit truc sympa et qui faisait directement à quelques centimes, quelques euros en le mettant live quelque part, quoi. Génial. Et si on dézoome un tout petit peu, beaucoup d'expérience dans la publicité, comment tu t'es lancé dans cette industrie et peut-être comment tu as eu l'idée de lancer Adulike il y a quelques années? Alors, c'est complètement par hasard. Moi, sorti d'école, j'avais fait un stage chez Pixmania, donc c'était une boîte e-commerce à l'époque, qui existe toujours d'ailleurs parce que le fondateur d'époque, c'était 2 frères. Ils ont relancé la marque. Donc voilà, donc c'était vraiment ma première expérience. Je suis resté 4 ans. Et moi, j'étais admiratif des fondateurs. Donc, je voyais les frères Rosenblum à l'époque. Et moi, je me cherchais complètement. C'est-à-dire, je sortais d'école, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Je bossais dans le marketing, chef de projet, donc rien à voir. Je ne faisais pas du tout de la pub. Mais par contre, je voyais au quotidien les frères Rosenblum passer, l'équipe de direction. Et je me suis dit, en fait, j'ai eu une révélation. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire. Je voyais, ils avaient monté une boîte de 1000 personnes. Et je me suis dit, c'est génial. Ils prennent du plaisir en plus. Donc, c'est ça que je veux faire. Et donc, je suis resté 4 ans. Et après, avec mon associé Julien, qui était mon meilleur ami, donc moi je suis de Toulouse, on s'est rencontrés à Toulouse. Et donc, voilà, on est amis depuis longtemps. On commençait à avoir des potes qui lançaient des boîtes aussi. Donc, et puis, on était dans une vague, c'était vraiment le début des startups Ouais, c'est ça. en France. Donc, c'était quand le début de Adulike? C'était 2011, et puis donc on avait réfléchi au projet dès 2010, et 2010 on voyait des premières startups qui levaient des fonds avec des Kima, etc. On voyait les premières interviews, enfin moi j'étais passionné, je voyais les interviews à l'époque de Xavier Niel, Marc Simoncini, Jacques-Antoine Grandjean, qui parlaient beaucoup à l'époque sur French Web, donc vraiment, je suis un ancien. Ouais, ils sont toujours le là. vieux briscard de la publicité, le vieux briscard. Et donc on était scotchés à ça, et donc on se dit il faut qu'on monte notre boîte. Et donc, on a lancé 2-3 projets complètement foireux au début, un site de rencontre, paris en ligne. Et puis, il y a un pote qui nous parle d'une idée aux US, qui était un captcha publicitaire.
Et donc le CAPTCHA, vous savez, c'est des lettres, c'est des espaces avec des lettres un peu déformées qu'on doit recopier pour prouver qu'on n'est pas un robot. Ouais. Et donc il nous dit, il y a une boîte aux US, ils ont fait de cet espace un espace publicitaire où au lieu de recopier des marques un peu tordues, il faut recopier le slogan d'une marque. On dit, c'est brillant. Vas-y, on le lance. Let's go. Ah ouais. On l'a lancé et finalement on a mis. Après, on a pivoté un an après parce que ça a marché un an, mais on a dû changer de produit. Mais au final, on a mis un pied dans la publicité sans même s'en rendre compte. Et où naturellement, il fallait qu'on aille voir des annonceurs, des éditeurs. Et c'est comme ça qu'on a atterri dans la pub un peu par hasard. Et après, de fil en aiguille, on a vu des choses qui n'allaient pas. Et puis avec notre œil un peu de jeuneau à l'époque, je suis un peu moins aujourd'hui, mais on a vu des choses qui n'allaient pas et on a essayé un peu de bouleverser le marché à notre façon. Ouais. Très belle success story en tout cas. Et alors si on revient sur Keywords, d'ailleurs on dit bien Keywords, Keywords, comment vous dites Keywords, Ouais, Keywords. On vient du jeu de mots Keywords, le fameux jeu de mots Keywords, Ah ouais. mais on le francise autant qu'on peut avec nos annonceurs et nos éditeurs. Donc on a parlé de la rencontre. Quand est-ce que, comment, donc l'idée, quelle est la mission, qu'est-ce que vous faites et est-ce qu'on peut aller un peu plus loin pour nos auditeurs. L'idée, c'est un peu de donner de la valeur à l'open internet. C'est-à-dire que c'est un peu le layer one pour nous de toute la technologie. Et l'idée, c'est de redonner un peu de la valeur à tout cet écosystème en permettant de servir l'intégralité des acteurs de cet écosystème. Internet, c'est gratuit. Internet, c'est pour tous. Internet, on l'utilise tous les jours. Cet écosystème, il naît sur un équilibre entre trois parties. Les annonceurs qui permettent à Internet d'être gratuit, les éditeurs qui nous apportent du contenu pour la plupart du temps gratuit, et les visiteurs qui consomment ce contenu. Notre mission à nous, c'est de préserver cet écosystème, de lui permettre de continuer à être stable, à être périn et à rester cet espace de liberté immense des hommes, si on peut le dire, puisque voilà, l'éditeur, c'est une patte humaine qui va écrire pour des lecteurs et de manière complètement gratuite. C'est un accès à l'information. Enfin, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance pour nous. C'est aussi le terrain de jeu préféré de Johan, puisqu'il a passé 10 ans sur ce terrain de jeu-là. Et voilà, notre mission, c'est vraiment de sécuriser l'open Internet et de redonner de la valeur à tout l'écosystème. Et alors, comment ça marche concrètement, en gros si tu es éditeur, si tu es annonceur. L'idée, elle est très simple. En fait, c'est né aussi de constats, de problématiques que j'ai pu observer par le passé. Et donc, comme l'a dit Sacha, l'enjeu, c'est vraiment de redonner de la valeur à tout l'écosystème. Donc, annonceurs, éditeurs et aussi utilisateurs, il ne faut pas l'oublier. Et donc, c'est vrai que moi, j'ai vu que les GAFAM, ils prenaient beaucoup de place dans notre marché. En gros, ils prennent 75%, peut-être 80% des budgets publicitaires dans le monde. Et on est plein de boîtes à se partager les 20-25% restants. Et donc, l'idée, c'était d'essayer d'aller leur piquer un peu de part de marché avec une innovation, mais il ne faut pas trop qu'elle soit nouvelle parce que c'est un marché qui est là depuis des années et tout le monde a ses habitudes d'achat, de consommation, de médias. Et donc, il fallait arriver avec une innovation sur des expériences que les marques connaissent déjà. Et donc, le succès de Google, c'était notamment l'achat de mots-clés. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la seule façon d'acheter du mot-clé, ça se passe sur Google. Donc, on s'est dit comment valoriser le média avec la même expérience. Tout simplement en proposant aux marques de louer, de sponsoriser un mot-clé directement sur la page web. Ça a l'air tout simple, c'est pas si simple. Il y a beaucoup de technologie derrière parce que les marques sont très exigeantes et il faut qu'elles apparaissent sur des environnements de qualité, premium, etc. Donc, on fait beaucoup de techno, on met beaucoup d'IA dans le fait d'analyser les pages articles des sites médias avec lesquels on bosse. On a une stratégie éditeur qui est plutôt d'aller convaincre des marques médias, donc soit presse écrite, télé, radio, etc. Donc, parce que les annonceurs exigent et aiment apparaître sur des environnements médias de premium de qualité. Donc voilà, donc l'idée est tout simple, c'est on peut acheter un mot-clé, une marque peut aujourd'hui acheter un mot-clé sur Marie-Claire, Grazia et d'autres marques, bien sûr, toutes thématiques qu'on a dans notre portefeuille. Donc voilà. Et si on inscrit ça dans une notion de timing, pourquoi c'est le bon moment par rapport notamment à la réglementation sur les cookies, le besoin aussi d'avoir plus de transparence dans cette industrie par rapport au monopole de Google, Meta, etc. Pourquoi vous êtes dit c'est le bon moment pour lancer cette boîte ? Ouais, c'est une très bonne question. C'est vrai que ce produit coche pas mal de cases. Quand on a lancé donc le produit, c'est vrai qu'il y avait le débat autour de la fin des cookies, notamment, que Google laissait planer un suspense depuis pas mal de temps autour de ça. Et donc, dans notre réflexion, il fallait un produit qui soit pas dépendant du cookie.
S'il y a des cookies, tant mieux, on peut les exploiter, comme tout acteur publicitaire aujourd'hui, comme tout acteur ad tech, j'ai envie de dire. Mais il fallait quand même un produit qui n'en soit pas dépendant, dans le cas où Google reviendrait sur sa décision de les supprimer totalement. Et donc c'est vrai que nous, on se base uniquement sur du texte dans notre manière de cibler le mot. Et donc si demain, il y a Google relance le débat là-dessus, on aura une solution finalement qui permettra de pas du tout être dépendant et de continuer à apporter de la valeur aux marques, des revenus aux éditeurs, et tout en respectant la vie privée des utilisateurs, puisqu'on n'exploitera pas leurs données. Ça fait partie de notre vision d'Internet, c'est-à-dire que l'utilisateur, il n'a pas besoin d'être traqué, il n'a pas besoin d'être suivi. La force de notre solution, c'est de dire, on ne veut pas savoir qui tu es, on veut savoir ce qui t'intéresse, ce que tu lis. Si tu es en train de lire un article sur les voitures, c'est que potentiellement tu es intéressé par les voitures. Mais où tu habites, ton âge, ta situation socio-professionnelle, c'est pas notre problème. Ouais. On vient chercher en fait de la véracité du moment. On sait où est-ce que tu es en ce moment et on exploite cette information-là, mais c'est la seule. Tout le reste, ça ne nous intéresse pas vraiment. Et c'est un peu ce qu'on disait dans la mission, quand dans cet écosystème, on essaye de préserver tout le monde. Le visiteur, l'utilisateur est un peu la figure de proue de tout ça, et c'est pour lui qu'Internet existe en fait. Après on va pas se mentir, hein, surtout en France où l'Internet est souvent réfractaire à la publicité. D'ailleurs, c'était le nom de ma précédente boîte, Ad You Like. C'était en gros, on veut vous faire aimer la publicité, une pub que t'aimes. C'est une mission qui était hyper difficile parce que de base, Internet, il n'aime pas la publicité. Par contre, il faut la faire intelligemment, sans impacter son expérience de lecture, de consommation. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Keywords, de placer donc de la publicité de façon extrêmement discrète, en apportant un revenu complémentaire à l'éditeur, parce que l'éditeur aura toujours besoin de se rémunérer avec de la publicité. Il y a aussi d'autres business models comme les abonnements, etc. Mais c'est vrai que la publicité, ça reste quand même un modèle important pour lui. Et donc voilà, on essaie vraiment de le faire de façon qualitative, pas intrusive, en tout cas, on fait le max, et tout en rapportant de la performance et de l'intérêt pour les annonceurs et de la visibilité. C'est ce qu'elle recherche. Et quand vous êtes allé voir tout de suite là, les premiers annonceurs, premiers éditeurs, ça a été révolutionnaire pour eux. Enfin, ils se sont dit comment ils ont pris un peu. Alors, c'est marrant parce que c'est vrai qu'avec Keywords, tout le monde a à peu près la même réaction. Ah là, mais c'est tellement simple, pourquoi j'y ai pas pensé avant C'est vrai que c'est un produit qui est simple. Après, dans l'exécution, c'est quand même beaucoup de travail et il y a quand même, comme je disais, beaucoup de tech. La tech, c'est pas pour rien qu'il y a le mot tech à côté de ad. Il y a vraiment, c'est un challenge technique, c'est une guerre technique. Je l'ai vu par mes expériences passées. Et si on n'est pas agile sur la tech, c'est super difficile en fait d'avancer. Tu peux avoir la meilleure idée du monde. Si tu ne suis pas tout ce qu'il faut techniquement, ça va pas. Et puis le marché, il change tous les 6 mois, que ce soit d'un point de vue législatif ou technique. Donc si on n'est pas agile là-dessus, c'est mort. Et justement, comment vous faites pour placer le bon mot au bon endroit, tout ce qui est autour de la contextualisation, pour que ce soit fluide dans la lecture du lecteur ? Alors techniquement, l'idée, c'est 2 layers. On a un premier layer qui est un layer de brand safety, où on demande à notre technologie de comprendre de quoi parle l'article. On veut éviter tous les articles avec des thèmes sur lesquels aucun annonceur ne voudrait être apposé, exposé ou affilié à. Donc ça, c'est le premier layer. Est-ce qu'on sélectionne l'article ou pas en fonction de son contenu ? Et ensuite, il y a un deuxième layer qui va être un layer de sélection du bon mot-clé. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on va comprendre le thème général de l'article, on va comprendre quels sont les mots-clés qui représentent le mieux le thème général de cet article. Et ensuite, parmi tous ces mots-clés, donc sur un article qui peut parler de voiture, on aura voiture électrique, moteur, combustion, plein de mots qui sont référents au secteur de l'automobile. On fait une sorte de data analyse interne en se disant, OK, historiquement, quels sont les mots qui ont le plus de pertinence pour les marques ? Quels sont les mots qui sont le plus cliqués ? Quels sont les mots qui incitent le plus l'interaction avec le visiteur ? Et si on a 5 mots qui sont bien en lien avec notre article, qui peuvent être sponsorisables dans un article qui est brain safe, on va sélectionner le mot qui a le plus grand potentiel pour l'annonceur. Et ça, c'est un peu notre sauce maison interne, c'est de se dire, voilà, pourquoi est-ce que moteur clique mieux que voiture ? En vrai de vrai, on ne peut pas trop vous dire pourquoi, mais on sait que c'est le cas. Voilà. et on fonctionne un peu comme ça.
Voilà, c'est ça. En gros, l'annonceur nous donne quand même une liste donc, des mots-clés qu'elle achète en général sur Google. Donc, elle nous donne cette liste de mots-clés. Et après, avec la technologie, on va être capable, comme disait Sacha, d'aller recommander des mots-clés, d'aller sponsoriser des mots-clés à la volée qui peuvent faire sens pour la marque. Après, avec accord de la marque, bien évidemment. Mais voilà, c'est ce qu'on fait principalement. Mais après, c'est vrai que de base, on a quand même une liste de mots-clés par défaut. En général, c'est les mots-clés sur lesquels les marques investissent depuis longtemps sur Google. Et donc, on va aller les rechercher sur l'open internet, donc sur nos éditeurs médias, et en plus, en recommander on the fly, comme on dit en anglais. et voilà. Ok, et là, vous avez levé 2 millions d'euros avec Kima et un line-up de BA impressionnant. Et nous, quand même. Ouais, non, mais bien sûr, mais si vous êtes là aussi, et nous, et Alex, bien sûr, qui est au board. Comment s'est passée déjà cette rencontre et à quoi vous sert aujourd'hui cet argent? Ouais, c'est vrai qu'on a donc la chance de vous avoir, d'avoir Daphne, d'avoir Kima, d'avoir Neo Founders aussi, d'avoir aussi pas mal de business angels. Donc il y a vraiment l'essentiel des business angels qu'on a. Oui, vous avez un pool de business angels hyper stratégique c'est ça. Dans le monde de la publicité aussi. Ouais. Exactement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont eu des belles success stories dans le marché de la tech et Martech. Donc c'est important pour nous d'avoir des complémentarités et aussi parfois des facilités pour accéder à certaines personnes. Ces personnes-là elles ont quand même du réseau, donc on a vraiment valorisé ça dans notre tour de table et donc on est ravis. Et c'est vrai que la strat, c'est d'aller vite, pas trop vite non plus parce que sinon ça peut être compliqué parfois, mais en tout cas l'idée c'est d'aller directement à l'international. Et c'est ce qu'on a commencé à faire. On a déjà un pied dans pas mal de pays. C'est la force aussi du produit qui est scalable un peu partout. Et donc cette levée va nous permettre déjà d'accélérer sur la partie produit avec des talents tech qui vont nous rejoindre. Sur la partie sales, comme tout produit, il faut le vendre. Donc on a deux cibles. On a les annonceurs qui achètent des campagnes. Quand j'étais annonceur, je parle aussi des agences médias et éditeurs. Donc on va enrichir vraiment notre socle de sales pour aller voir donc ces deux sides là. Et après un peu de marketing, mais ouais, c'est sales, produits essentiellement international. Et là, vous êtes combien Alors là, à date, on est une dizaine. Ok. Et on vise d'être à peu près le double d'ici la fin de l'année prochaine. C'est un peu l'idée. Pour renforcer exactement ce que disait Johan, nous on marche vraiment sur deux jambes, la partie supply, tout ce qui est publisher, la partie demand, tout ce qui est annonceur. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs une des grosses barrières à l'entrée de ce marché-là, mine de rien. C'est que c'est un peu comme dans pas mal de boîtes qui marchent sur deux types de jambes, je pense beaucoup au marketplace notamment. Il faut deux acteurs et chaque acteur a besoin de l'autre. C'est-à-dire que si on a des annonceurs mais qu'on n'a nulle part où diffuser, on n'a pas d'annonceurs. Et si on a des publishers mais qu'on n'a pas beaucoup d'annonces de qualité qui viennent d'annonceurs de qualité à leur diffuser, c'est compliqué pour eux d'implémenter la solution. Donc c'est vrai que c'est un marché où une des plus grosses barrières, ça va être de réussir à se créer sa niche, donc à se créer une porte d'entrée d'un côté pour ensuite alimenter l'autre et créer ce flywheel effect dont beaucoup parlent, où chaque annonceur nous ramène des publishers différents et chaque publisher nous permet de ramener des annonceurs différents. C'est vrai que les annonceurs, Johan en parlait, ils sont extrêmement exigeants dans ce qu'ils demandent. On avance de concert avec eux et la rigueur dans le management des campagnes, c'est la chose la plus importante pour les annonceurs. Et il nous faut un univers thématique large, c'est-à-dire qu'il faut avoir des médias qui sont spécialisés sur des thèmes spécialisés pour renforcer la contextualisation et pour renforcer l'audience engagée. Et donc voilà, on voit bien que ces deux univers se répondent vachement et se parlent vachement. Parce que là, du coup, vous êtes plutôt large, enfin là où vous avez fait à l'opportunité avec, vous avez signé plusieurs grands noms quand même, plusieurs marques, plusieurs éditeurs, plusieurs... Ouais, bien sûr. Mais vous sentez qu'il faut un peu se spécialiser, il faut qu'on puisse être dans tous les univers, toutes les thématiques. Voilà, bien sûr, il y a des secteurs qui ressortent de manière plus importante, mais c'est important que demain, n'importe quel type de marque puisse nous contacter et qu'on puisse la diffuser sur l'environnement adéquat. Donc c'est pour ça que c'est un gros travail des deux côtés, annonceurs comme éditeurs, pour aller voir tous les secteurs possibles. Après, on a la chance d'avoir quand même des milliers, voire des millions de sites
qui Ouais, existent. c'est Donc clair. on Le terrain de on jeu a est- du choix. Ouais. Et après c'est du gros travail de sales, d'évangélisation du produit aussi, parce qu'on est quand même sur un produit qui est nouveau. Donc ouais, c'est vraiment un gros taf là-dessus. Ouais. Et sur l'accélération commerciale, vous avez aussi des partenariats avec des SSP qui vous permettent d'accélérer. Peut-être que vous pouvez en dire 2 mots. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, c'est vrai que le marché est hyper technologique, comme je le disais. Aujourd'hui, il y a des grosses plateformes que sont les plateformes SSP qui permettent d'avoir un socle de campagnes publicitaires déjà disponibles. Est-ce que peut-être que ça vaut le coup pour les auditeurs qui sont moins familiers de Ouais. réexpliquer en quelques mots en quoi consistent les SSP? Ouais, un SSP, en fait, c'est une plateforme qui permet d'accéder à une source de demande publicitaire illimitée. C'est-à-dire que les annonceurs envoient leurs campagnes donc, sur des plateformes, les SSP, donc ces plateformes les récupèrent et les distribuent sur des acteurs supply, donc sur des acteurs qui ont des éditeurs comme nous. Et donc, pour se connecter à ces plateformes, c'est quand même assez compliqué. On a eu la chance de pouvoir se connecter à plusieurs grands noms de ces plateformes. Donc, quand je dis que c'est des grosses boîtes, c'est des boîtes à plus d'1 milliard pour la plupart. Pour en donner quelques noms, On peut citer une success story française qui est Criteo, par exemple. Criteo, c'est... Equative aussi, Equative, ouais, Ah ouais. exactement. Donc, on se connecte à ces plateformes et on a la chance d'avoir beaucoup de campagnes qui passent à la moulinette, on va dire, qu'on va traiter. Et donc, qui nous permet d'avoir, en tout cas, de répondre à cette problématique de l'œuf et la poule, qui est, ce que disait Sacha, si t'as l'annonceur mais t'es pas l'éditeur, ça sert à rien, et vice-versa. Donc là, avec le SSP, on peut avoir cette demande publicitaire et la diffuser de façon intelligente sur donc, nos éditeurs partenaires par l'intermédiaire de notre produit. C'est pas si simple non plus, on passe beaucoup de choses pareil à la moulinette pour être sûr d'avoir le bon mot-clé sur la page avec cette campagne pub qui arrive. Mais en tout cas, ça nous permet d'accélérer, notamment à l'international, où en gros notre strat c'est quand même d'aller plutôt voir les éditeurs un peu partout dans le monde. On a choisi des pays quand même plus stratégiques pour nous, enfin c'est des gros pays où le marché de la pub est plus important, comme en gros on va accélérer sur les États-Unis forcément, le UK, l'Espagne, Italie, Allemagne. Donc c'est vraiment nos pays cibles. On a eu des opportunités un peu par hasard en Australie et au Brésil, où on commence à générer des revenus et avoir un socle de sites éditeurs sympas dans ces pays-là. Donc, c'était pas du tout prévu, Ouais. mais c'est un peu la magie de notre marché. Ouais. Et donc, ouais, ces plateformes SSP donc, nous permettent vraiment d'accélérer là-dessus. Donc, les marges sont plus réduites, mais ça va plus vite. Ok, et si on revient un peu sur toi, c'est-à-dire que toi, en 2010, tu as lancé ta boîte, c'était 2010, t'as dit? Ouais, 2011. Ou 2011. Et est-ce que tu vois des différences? Tu relances une boîte en 2024, tu relèves des fonds, tu retrouves des cofondateurs, c'est quoi les différences un peu est-ce que tu as peut-être trouvé plus facilement un peu vos BA, ce line-up? Est-ce que c'était plus simple? Est-ce que... c'est différent. En fait, 2010, on était vraiment jeunes. Hein. J'avais 25 ans, 26 ans, je sais plus. Mais c'était vraiment... en fait, on avait des paillettes dans les yeux, quoi. En fait, de base, déjà à l'époque, on avait vu à partir d'un PowerPoint et on avait réussi à convaincre donc Kima, Xavier Niel à l'époque, Jacques-Antoine Grandjean, de vente privée. Donc, et on était vraiment comme des dingues. C'est-à-dire que on s'était fait un peu allumer quand même sur la valo. On était vraiment des débutants. Parce que j'étais pas là, ça. On avait fait pas mal d'erreurs. On pourrait y revenir. On a vraiment fait beaucoup d'erreurs tout au long de notre parcours là-dessus sur cette première boîte. Comme quoi, par exemple? Déjà la dilution trop importante parce que voilà, le fait d'avoir Xavier Niel à notre cap table ou Jean-Antoine Grandjean, on était vraiment comme des dingues. On s'est dit vas-y, on s'en fout. Au final, on a un peu regretté plus tard, mais sur cette partie de dilution. Mais en tout cas, on est quand même ravis. On va pas changer d'histoire et ça s'est fait comme ça. Mais voilà, ça fait partie pas des erreurs. Hein. C'était génial de les avoir. C'est juste que voilà, on avait fait des erreurs. Le mindset était différent. Ouais, c'était différent. C'était vraiment différent. Et puis, on était jeunes, quoi. C'est-à-dire qu'on se levait le matin, on savait pas trop ce qu'il fallait faire, quoi. On s'est dit, bon, allez, c'est génial, on a notre boîte, mais qu'est-ce qu'on fait? Faut aller voir qui, là? On connaissait personne. Donc, pareil, donc, la clé, je pense, c'était de s'entourer. Ouais. C'était de s'entourer de compétences qui peuvent vraiment avoir une valeur ajoutée et surtout avoir un gain de temps dans les tâches qu'on maîtrise un peu moins.
Donc ça, c'est vraiment ce que je retiens. Et aujourd'hui, c'est un peu différent parce que là, on sait exactement ce qu'on doit faire. On a l'expérience, on est plus mature. Je l'ai déjà fait auparavant, même si voilà, ça reste quand même différent. On a une vision qui est quand même beaucoup plus mature de là où on doit aller. Et puis gestion de la boîte, si tu scales, on passe de 10 à 15 à 30 à 50, tout ça tu sais comment tu vas gérer. T'es plus serein du coup dans cette... Ouais, je suis plus serein. Ouais. Je suis plus serein. J'ai moins de doutes. Après, chaque jour, c'est un bordel pas possible. Hein. Tu te lèves le matin. Il y a des problèmes à gérer. T'as que des problèmes, c'est sûr. Éteindre des incendies, c'est sa grande phrase. On passe nos journées à éteindre des incendies. Et après, tu as une bonne nouvelle qui compense tout ça. Ouais. Donc, faut prendre l'habitude, être résilient et voilà quoi. Mais c'est vrai que l'âge. Mais même la levée de fonds, dans toute la partie roadshow et tout, ça devait être un peu aussi différent. Et 10 heures après, non? Alors, nous, on n'avait pas fait beaucoup de levée de fonds, donc j'avais moins d'expérience quand même là-dessus. Et puis, c'était mon associé d'époque qui pitchait à ma place. Alors, c'était réparti les rôles comme ça. Et donc là, dans un sens, je connaissais, mais j'ai aussi un peu découvert. Parce que c'était la partie finance, j'ai un peu laissé de côté. Moi, j'étais vraiment focus sur le produit et l'exécution. Ouais. Et justement, comment vous êtes répartis les rôles aujourd'hui? Qui fait quoi? Est-ce que c'est hyper délimité? Et on en parlait tout à l'heure, mais 4, c'est beaucoup pour une équipe. Est-ce que vous arrivez à avoir chacun vos silos? En fait, c'est être 4 fondateurs, c'est une chance inouïe et un challenge permanent. Elle est là, l'histoire. C'est que tout doit tout le temps reposer sur la confiance. On a des tâches qui sont assez délimitées. On connaît notre univers de compétences et de performances. Encore une fois, c'est des personnes qui sont assez expérimentées. Et donc, il faut faire confiance dans la décision de l'autre en permanence et éviter ce qui est une des grandes tares des fondateurs de start-up, qui est de vouloir over-contrôler tout et d'avoir un œil et une main sur tout en permanence. Quand Johan envoie un mail, quand Damien envoie un mail, quand Harry envoie un mail, il n'y a pas besoin de relire, de demander... Quand il y a des points stratégiques, des questions, évidemment, on se concerte et on n'a pas peur de se concerter, parfois qu'à 2 sur les 4, quand c'est un sujet qui en concerne moins, etc. etc. Donc, je pense que le vrai mot d'ordre, c'est la confiance. Alors, effectivement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, on se met les uns les autres en copie pour voir comment tout avance. Mais voilà, je pense que la communication et la confiance, c'est un peu le maître mot d'une équipe de 4 fondateurs. Il faut que les sujets qui sont ceux de Johan restent ceux de Johan et qu'il en soit pleinement... en contrôle et qu'il puisse être capable de pinguer Damien, moi, Harry, quand il a une question ou quand on a un sujet qui est un peu transverse. Et c'est comme ça qu'on avance et qu'on avance plutôt bien. Ouais, on se marche pas dessus. Chacun a ses compétences, son expertise. Moi, je me mêle pas de la partie de Sacha parce que j'ai moins d'expérience là-dessus, même si je regarde, etc. Mais ouais, on est plutôt vraiment complémentaires. Et c'est la chance aussi d'être 4. Ça va vraiment beaucoup plus vite. C'est extrêmement rapide. Et il y a des choses que justement, désolée de revenir, mais c'est ce que tu as appris avant. Je me dis toujours, c'est 10 années, 12 années d'entrepreneuriat. Il y a des choses que tu arrives à mettre en place direct là, ou des recos là, ou que tu recommandes même à Sacha, à Harry, ou à ceux qui sont moins... qui ont pas cette expérience. Alors, si j'ai remarque Damien, il était à côté de toi. Oui, il était avec moi. Après, moi, si j'ai la réponse, la solution, comme je disais, en toute humilité, j'ai vraiment beaucoup moins de doutes qu'avant. C'est-à-dire que quand on pense à un truc qui semble être pertinent, on va directement aller l'exécuter, on va pas trop perdre de temps, que ce soit sur la partie produit, la partie sales, toujours avec quand même de la réflexion, mais on va pas foncer tête baissée, mais on va essayer d'aller exécuter très vite. Je pense que c'est la clé. Quand on s'est lancé, on avait un produit qui était hyper sympa. Ça restait une V0 ou une V1. Et donc, on avait des débats. Est-ce qu'on attend d'avoir un produit parfait pour se lancer ou pas? Et finalement, je pense pas. Je pense qu'il faut aller directement. Et c'est justement le marché qui va t'aider à améliorer ton produit. Donc, quand on a plugué le produit sur les premiers sites, dire on a eu de la chance, ça marchait plutôt bien. Mais c'était quand même perfectible. On a vu ce qu'il fallait faire. Donc on essaie d'aller vite dans ce sens-là et sur tous les aspects du business, produit, tech, sales. Ouais. Donc, je passerai non, mais c'est un peu old school, mais on a cette approche très lean, mine de rien, malgré le poids un peu de l'équipe, parce qu'on est nombreux. Et puis, Johan, je ne l'ai pas rejoint pour rien. En tout cas, Johan, c'est quelqu'un de vision.
ça va pas être la personne la plus organisée du monde, mais c'est quelqu'un qui a une vraie vision en permanence. Ah oui, t'as quand même dit que t'étais pas organisé. Non, il est pas, C'est vrai, c'est pas le plus organisé. C'est pour ça qu'il a besoin d'une équipe autour de lui et qu'il est venu chercher un banquier d'affaires qui est un peu plus organisé et rigoureux. Mais c'est vraiment quelqu'un de vision, c'est-à-dire que et moi je le vois, alors je l'ai pas connu quand il avait 25 ans et qu'il a lancé AdUlike, mais cette histoire de j'ai moins de doutes, on la sent en permanence et c'est assez rassurant pour le reste de l'équipe, mine de rien. C'est de se dire, le marché il va aller là-bas et il faut qu'on y soit avant les autres. Et donc on va passer par ce raccourci pour l'instant, on va voir, si le marché répond bien, on est bon, si le marché répond bas, on bougera, il n'y a pas de problème. Mais ce time to market et cette idée de pousser sur le marché et de récupérer des feedbacks rapidement, qui est un peu vieux comme le monde, hein, c'est Lean Startup, on n'a rien inventé, ça marche encore aujourd'hui, quoi. Et donc, du coup, juste sur les tips, tu parlais de dilution, tu parlais il y a d'autres choses, il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, qui se lancent, à plusieurs. Les petits sujets un peu où c'est peut-être plus serein et plus et c'est plus facile là à 4 parce que aussi toi tu as l'expérience et que tu sais ce qu'il faut ou tu sais quoi recommander aux 3 autres cofondateurs. Alors, c'est vraiment des choix personnels, hein, des boîtes avec un fondateur, 2 fondateurs. Là, c'est vrai que j'ai voulu des expertises et pour aller plus vite. Et c'est vrai que donc forcément la dilution elle se pose. On divise en 4, hein, c'est un peu chiant, mais bon. C'est comme ça. Mais par contre, il y a beaucoup d'avantages. C'est que du jour au lendemain, tu peux avoir accès à une expertise, un corps métier que tu maîtrises pas, et donc que ce soit côté finance, côté sales. Donc ça va beaucoup vite. Et j'ai fait ce choix-là parce que c'est vrai qu'après 12 ans de boîte et plus de maturité, on devient un peu moins patient. Et donc je veux vraiment qu'on aille vite parce que c'est un marché qui va vite. C'est un marché où il y a beaucoup d'argent. Par contre, comme je disais, c'est une guerre technologique. Donc, il faut vraiment aller vite. Et donc, en gros... c'était un autre choix. C'est une autre boîte. C'est ça. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne regarde pas du tout. J'ai des super talents avec moi, donc ça fait partie. Et voilà, donc comme je disais, honnêtement, on va vite. On pourrait aller encore plus vite, mais voilà, on reste quand même prudent. Mais ouais, c'est vraiment un choix sympa d'avoir d'être 4. Ouais. Et puis on débat. Enfin, quand on n'est pas d'accord, voilà, c'est productif. Donc, mais après, voilà, il n'y a pas de recette clé. Hein, c'est des soucis, des choix d'entrepreneur, d'être seul, d'être solo. Mon frère, il a sa boîte aussi, il est solo, ça se passe très bien. Donc, voilà. Et puis le choix des VC, bon, tu n'avais pas levé beaucoup avec AdUlike, mais aussi peut-être c'est important aussi. Je pense qu'après 12 ans après, peut-être tu sais aussi comment choisir tes investisseurs. Ouais, bien sûr. Sur AdUlike, vous aviez pas beaucoup, vous avez dit, pas beaucoup levé, mais on avait levé à peu près en tout en 12 ans, en 10 ans, pardon, on avait levé 5 millions. Oui. Donc, oui, mais du coup, tu sais quand même, voilà, peut-être aussi sur ces sujets-là, comment choisir ses investisseurs. Tu vois, on a souvent des entrepreneurs qui viennent et qui nous disent c'est aussi un truc important. Peut-être j'aurais fait différemment, tu vois. Ouais, c'est vraiment aussi des questions de feeling, d'être envie d'être accompagné. C'est vrai qu'avec Alex, ça s'est super bien passé. C'était vraiment proactif, donc c'était lean, comme disait Sacha, c'était vraiment... c'est le mot d'ordre. Ouais, non, mais c'est vrai que ça roulait, quoi. Et puis, ravi d'être avec Daphne, d'être un front hyper dynamique. Non, mais nous, c'était pas tant pour faire notre pub, mais c'était, tu sais, on entend vraiment le marché a un peu changé, où c'est vous, un peu les entrepreneurs, qui choisissez aussi vos investisseurs. Et du coup, peut-être que 12 ans après aussi, voilà, toi, c'était avant, tu avais couru après des VC que tu voulais absolument. Ouais, c'est vrai, ouais. Et puis là, c'était... Et là, on en discutait en off avant, mais typiquement, les business angels stratégiques qui demandent à rejoindre l'aventure aussi parce que ils voient le potentiel de la boîte, etc. C'est vrai qu'il y a eu aussi ce... Ouais. Mais c'était une vraie volonté qu'on avait dès le début, c'est-à-dire de construire en fait cette première étape capitalistique de la manière la plus cohérente possible. Donc on voulait un fonds qui comprenne nos ambitions et qui comprenne notre envie. Et on avait besoin qu'il laisse aussi de la place à des business angels ultra stratégiques, ultra pertinents pour nous. Et sans refaire la pub de Daphne, c'est vrai que nos échanges avec Alex, on a tout de suite compris qu'elle avait compris où on voulait aller, comment est-ce qu'on voulait y aller, et la place qu'aurait Daphne dans l'aventure. Donc c'est pour ça que ça a matché, et je pense que c'est dans ces moments-là, quand on lève à ce moment-là, c'est vrai que c'est moins une histoire de chiffres durs. Je sais que
que Alexandra comme moi tu viens de frères ennemis, tu vois. Clipperton. Ouais, exactement. Mais on a eu l'habitude nous de bosser beaucoup sur du chiffré, du très chiffré, du metrics, et c'est quelque chose, voilà, du très tangible que d'ailleurs je m'attelle à mettre en place chez Keywords sur les premiers euros. Mais là il y a beaucoup plus cette histoire de où est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils y vont et comment est-ce qu'on peut les aider à y aller. Voilà. Et ça, avec Daphné, on a tout de suite vu que ça matchait et qu'ils comprenaient qu'on avait besoin d'autres personnes, qu'on avait besoin d'eux sur certains points, pas sur d'autres, etc. Et c'est à mon avis ça le plus important, c'est de trouver à ce stade du développement un fit qui marche parce qu'on n'a pas besoin d'avoir ni trop de pression ni pas assez. Super. Est-ce que on a abordé un peu toutes les questions, tout ce que vous voulez dire sur Keywords? Est-ce que vous avez tout raconté? Pas tout, mais... On ne veut pas tout vous dire. Non, pas encore. Vous reviendrez. Est-ce qu'on peut peut-être vous demander un peu une anecdote improbable ou un marrante depuis le lancement? On rigole pas trop chez nous. Ça bosse. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on a comme anecdote marrante? Anecdote marrante, je sais pas, Sacha est pas très drôle. En vrai, si je suis pas drôle, je suis quand même le plus drôle de la boîte. Non, on a le traditionnel Uno de fin de repas, avec la tradition de tous les présents au bureau font un Uno à la fin du repas et le perdant fait les cafés pour tout le monde. Ah, vous faites un Uno à chaque... Voilà. C'est pas le plus drôle, mais on n'est pas... On a des plaisirs simples en fait. On a des plaisirs très simples. Le petit Uno après le repas, on est content. Exactement. Est-ce que vous avez des choses, des podcasts, un livre, des ressources, des choses qui vous inspirent et qui, en tant qu'entrepreneur, que vous lisez, que vous écoutez, des clins d'œil à des personnes que vous voulez remercier? Tu as parlé de Pixmania. Mon papa, ma maman. C'est vrai que les frères Ozandoum, c'est vraiment des personnes qui m'ont inspiré. Bon, je ne les ai pas trop côtoyés, mais je les voyais faire et vraiment, ça m'a inspiré. Et après, moi, j'écoute tous les... ou je regarde sur YouTube tous les podcasts de tous les entrepreneurs, plutôt français. Donc, dès que Xavier Niel, Marc Simoncini... même la nouvelle génération, Anthony Bourbon, voilà, on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien ce qu'il dit. Non, mais il y a toujours un truc peut-être à apprendre. Voilà, exactement. En personal branding. Surtout en personal branding. Donc j'écoute tout ça et j'essaie de m'inspirer du meilleur de chacun d'eux. Parce que c'est quand même, pour la plupart, quand on parle de Niel, Simoncini, etc., voilà, c'est super, les success stories, c'est des énormes réussites. Et donc je me dis, moi avec ma petite expérience, j'ai quand même vécu des trucs, mais eux, ils ont quand même vécu des centaines de cas improbables, et donc ils le racontent bien, et donc c'est super inspirant. Donc pas très original, mais en tout cas, moi j'écoute ce genre de trucs. Ouais, moi c'est encore moins original. Enfin, j'ai eu ma période très Lean Startup, 0 to 1, The Writing About Hard Things. Enfin, j'ai eu cette grande période de lecture, etc., qui est un peu moins le cas maintenant, mais j'ai surtout eu la chance très tôt dans ma carrière d'accompagner des entrepreneurs avec beaucoup de talent et d'apprendre à leur côté. Alors chez JP, il y avait des mentors, je pense à Joy, qui ont été extrêmement importants dans ma construction de carrière. Mais voilà, c'était le contact avec ces entrepreneurs. Johan et Julien en faisaient partie, il y en a eu d'autres. C'est là où j'ai puisé un peu cette source d'inspiration dans l'univers de la tech. Ok, et toi, t'es quand même super humble parce que quand même, t'as vendu une boîte, t'es là, les autres, ils sont super, ils ont fait des success stories. Bon, toi aussi quand même. Je pense qu'il y a plein de gens qui t'écoutent ou qui regardent aussi ce que t'as fait. Je suis un petit joueur, à côté, mais oui, c'est sympa, c'est hyper sympa. Et sur une autre touche, comment vous vous déconnectez? Si tu dis pas le tennis, je te parle plus. Si, je fais beaucoup de tennis. C'est vrai que tu avais participé à la... Ouais, tout à fait. J'avais pas trop brillé en double. C'est à cause de ton équipe. Il ose dire en double. Vous voyez la mauvaise foi vous voyez ou pas? Non, tennis, je fais beaucoup de tennis et j'ai une grande passion. Et je suis obligé de le dire en podcast. Sacha va me détester, mais je suis un énorme fan de Craig David. Je suis obligé de le dire. Voilà l'anecdote marrante, vous l'aurez eu. On ne voulait pas la lâcher, mais vous l'aurez eu. Et toi? Non, moi aussi très classique. Enfin, honnêtement, c'est pas mal de sport. Moi, c'est plus en salle parce que j'ai arrêté le sport en extérieur, disons. Ça court un peu, etc. Mais c'est du temps en famille, les amis. Enfin, j'ai des plaisirs qui restent très simples. Le Uno après les repas. Le Uno. Ok, on retiendra. C'est qui le grand gagnant du Uno habituellement? Ça change pas mal, hein. On se rend compte que c'est beaucoup de chance. Ouais, c'est quand même beaucoup. Faut pas dire à Johan qui pense qu'il y a beaucoup de stratégie derrière et que c'est le mastermind du Uno, mais ouais, il y a un peu de chance. C'est marrant, il y avait le baby foot, nous, d'après repas. Ça, c'était il y a 10 ans, ça Paul School. Ouais. Vous allez peut-être lancer le Uno d'après repas. Écoute, on est très chaud. On peut inviter d'autres boîtes du portefeuille de Daphné à venir nous affronter. On fait des soirées poker, nous, mais on peut faire un grand tournoi de Uno.
Bon, en tout cas, merci à tous les deux. Merci Sacha, merci Johan d'être venu nous raconter. On est ravis de faire partie de l'aventure. Bravo Alex d'avoir séduit en tout cas Keywords. On salue aussi bien sûr Damien et Harry qui ne sont pas là. Ça fait beaucoup un podcast à 6. Ouais. Si en tout cas vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager. Si vous voulez rentrer en contact avec Keywords, Sacha est aussi à votre dispo. Je dis Sacha ou Johan. Vous pouvez du coup les contacter sur LinkedIn, j'imagine. Génial, ouais, bien sûr. Directement. Avec plaisir. Et voilà, merci encore. Et merci puis merci Alex, merci à tous les deux et à très vite pour un Merci prochain Auré. épisode. À très bientôt, merci beaucoup. bientôt. Bye. Salut.